Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Lors de notre premier contact, j'ai été surpris par la spontanéité d'Alessia Zarbo. Puis, dès le début de notre entretien, étonné par le détachement qu'elle a du sport de haut niveau. De par son histoire, son cadre familial, son mode de vie, Alessia est une personnalité qui dénote. Et avec son sens de la relativité que je comprends et que j'apprécie, elle met sans le vouloir le sport à l'épreuve de la philosophie. Dans cet épisode enregistré 2 heures après l'arrivée du 10 km de Cannes le 22 février, nous avons parlé d'entraînement, de blessures, de fatigue chronique, de poker, d'échecs et surtout de réussite. Alessia Zarbo, de A à Z, bonne écoute. Salut Alessia. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. J'ai vu que tu avais été filmé, là c'est un week-end marathon pour toi là. Ouais, en fait, là sur la course, j'étais filmée, j'ai eu la chance d'être accompagnée par le TRC. Ouais. Qui sont venus déjà filmer un documentaire d'une semaine, il y a 2 semaines, quand j'étais un peu en prépa, qui était un peu ma seule semaine de prépa pour ce 10 km. Donc je suis arrivée avec une prépa vraiment très très light au niveau du spécifique. Et là, du coup, ils étaient revenus filmer le 10 km. Dans l'idéal, ça aurait été pour filmer une grosse perf. Bon, la vie a fait que j'ai pas été préparée comme je voulais, mais ouais, c'est un week-end un peu chargé, mais j'ai la chance d'avoir beaucoup de familles et beaucoup d'amis qui sont venus là aussi. Alors c'est de la logistique, mais c'est trop cool de pouvoir être tous ensemble, quoi. T'es une top athlète, mais on te connaît pas trop. Comment tu le vois ? Il n'y a pas beaucoup au final t'es peu médiatisé au final. C'est toi qui le veux pas, tu t'es pas invité dans les trucs, comment tu le vois ? Ah, j'allais te dire l'inverse. Tu trouves ? Ah ouais ? Ah ouais, bah je pense que ouais, pour le coup, on me dit souvent l'inverse. Ah oui ? Que je pense que j'ai la chance d'être énormément... moi ça me fait super plaisir, beaucoup mise en avant sur plein de petites choses et tout, alors que j'ai eu quand même beaucoup d'années compliquées avec des grosses blessures et tout. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu l'habitude de courir que 1 ou 2 fois par an sur le championnat de France. Et j'ai souvent fait le championnat de France ou un championnat d'Europe en 2022 ou 1 ou 2 courses, etc. Et pour ça, franchement, je remercie vraiment la communauté de la course à pied ou même la Fédé qui m'ont jamais mis de côté. Non, pas la Fédé, mais je veux dire d'un point de vue... Après, en fait, en athlé, je trouve on n'a pas les mêmes référentiels que dans les autres sports. En fait, l'athlé, c'est un sport tellement confidentiel, l'athlé pur, je trouve qu'on vous voit peu, en fait. Ok. Toi, t'as pas du tout ce... Ah, moi, j'ai pas du tout ce Ah, tu vois, c'est marrant, t'as pas la même vision avec les... Après, je suis pas très... Je sais pas, peut-être que je suis pas forcément quelqu'un qui fouille beaucoup les médias, les réseaux, les trucs comme ça. Enfin, j'adore les réseaux, pour le coup, je suis très présente sur les réseaux et je partage beaucoup. Mais c'est vrai que ouais, je regarde pas l'athlé à la télé, je lis pas de médias d'athlé. Ah ouais ? Ok. C'est pas un truc qui m'intéresse. Enfin, c'est quand c'est mes copains, quoi. Ouais. Je regarde tout le temps quand c'est mes copains, mes copines. Et pour le coup, je pense qu'on est vraiment une communauté super forte en athlé. Il y a vraiment un sentiment quand même de grande famille. Mais sinon, à part ça, ouais... Et t'es pas une passionnée d'athlé ? Non, je pense que je me considère pas une passionnée d'athlé. Je suis une passionnée du sport, de mon sport, de mon dépassement, de mon entourage. Mais typiquement, la question, un sportif qui vous inspire, moi, ça me paraît impossible de dire quelqu'un que je connais pas personnellement. Ok. Parce que du coup, en fait, oui, peut-être que ses performances m'inspirent, mais genre, il y a rien derrière. Pour moi, c'est vide, c'est des temps, c'est des chiffres, c'est du carton, quoi. Ouais. Et je trouve vachement plus inspirant des gens que je connais au quotidien, ou que je connais leur histoire, ou que... Ouais, des choses comme ça. Et tu dis que t'aimes pas l'athlète. Si je te demande le record du monde du marathon, là, tu peux pas me le dire. Ah non. Ah ouais, ok. Ouais, mais c'est pas... je sais qu'il y a des gens... Si, bien sûr, j'ai une notion. Hein. Et non, c'est pas que j'aime pas, c'est pas du tout. Au contraire, je suis une grande fan d'athlète et du sport. Mais
je suis pas très chiffre, pas très... Et tu vas pas te lever le matin pour regarder une course forcément, si c'est le dimanche à 8h, tu t'en fous quoi. Ah non. Ouais. Même un meeting d'athlète, je vais regarder les courses où il y a mes amis, mais sinon... Ah ouais, ok. Et c'est marrant, tu dis que tu es vachement présente sur les réseaux sociaux, et ça, j'ai l'impression, en te voyant sur les réseaux, j'ai l'impression que tu es vachement dans l'autodérision, tu fais le con, enfin, tu vois, non? Je suis pareil sur les réseaux que bien, dans la vraie vie, quoi. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir un entourage où on fait tout à la cool, on est super... je suis quelqu'un de pas stressé de nature du tout. Ouais. Et je pense que le fait d'avoir eu des années compliquées, et physiquement, et même après mentalement, parce que j'ai eu la fatigue chronique, ce qui fait que en fait, ça amène à la dépression, hein, parce que voilà, il n'y a plus de sérotonine, il n'y a plus ce genre de choses, qu'après, on apprend aussi à relativiser, c'est du bonus, quoi. Et pour moi, l'athlète, surtout maintenant que j'arrive à en vivre convenablement, et d'avoir un super soutien derrière, c'est un bonus énorme, quoi. Et si on peut juste partager et vivre pleinement et être spontané, c'est... Et on top, peut quoi. reprendre depuis le début, alors parler de tout ça, tu parles de fatigue chronique. Comment t'en es venu? Je sais que t'es allé aux États-Unis, je crois. Moi, ce que je sais de toi, c'est que t'as eu plein de fractures de fatigue. Ouais, donc, c'est ça. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de petites blessures. J'ai eu beaucoup de grosses blessures qui ont quand même souvent mis du temps. Voilà, des fractures de fatigue, dont une qui a été très longue, le naviculaire. C'est une fracture de fatigue qui est pas hyper courante, mais de laquelle certains ne reviennent jamais. Ma partenaire d'entraînement de l'époque aux États-Unis l'a eu, elle n'en est jamais revenue à son niveau. Donc ça m'a quand même sorti vraiment 1 an. Tu faisais beaucoup de pistes à l'époque? Ouais, j'en fais toujours pas mal. J'ai vraiment, mon focus cette année, ça va être la piste aussi. Ouais. Et après, après j'ai eu du mal à en fait retrouver mon équilibre, savoir un peu où m'entraîner, comment, avec qui. J'ai fait pas forcément les bons choix au bon moment, mais c'est pas grave. Mais en fait, dans un sens, je me dis que c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, il y a beaucoup plus grave dans la vie. Mais je pense que toutes ces erreurs entre guillemets que j'ai fait, ou tous les chemins que j'ai empruntés, ils m'ont mené à aujourd'hui, où je pense que j'ai trouvé mon équilibre, la façon de m'entraîner qui me correspond, et physiquement, et physiologiquement, et mentalement. Et je pense pas que j'aurais fait les records que j'ai fait cette année si finalement j'avais pas trouvé cet équilibre-là. Et là, pour rien au monde, je changerais, quoi. Donc, Et est-ce qu'on peut reprendre depuis le début? Aujourd'hui, on est le 22 février, juste après le 10 de Cannes. T'es jeune, j'ai regardé, t'as 24 ans. Ouais. Pourquoi t'es né à Antibes? Je suis née à Antibes. Ouais. J'ai né grandi à Antibes. Je suis allée en lycée international à Valbonne, et en italien, parce que mon papa est 100% italien. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis. C'était un peu mon idée depuis toujours de partir faire mes études là-bas. J'étais assez académique. Je suis assez académique, donc ça fait très longtemps que je fais plus d'études, donc je ne sais plus s'il faut maintenant, je ne saurais plus. Mais du coup, je me disais que c'était un bon moyen de quand même faire de bonnes études et être dans une équipe de sport là-bas. J'ai jamais performé au niveau que j'aurais voulu, de par les blessures, qui sont pas venues de par l'entraînement aux États-Unis. D'ailleurs, il y a beaucoup ce cliché aux États-Unis, c'est des grosses écoles, on est des grosses équipes, on s'entraîne comme des fous. Moi, j'étais pas du tout dans une école comme ça. Mais ouais, ça a été 4 belles années quand même. Et t'avais eu des blessures avant en France? En fait, je suis arrivée avec une fracture de fatigue là-bas, que je m'étais fait à Fourmeux l'été. Et après, ça a été un peu un cercle vicieux. Ce qui m'a mené la dernière année, je pense, toutes ces années où j'ai été blessée, ça a été beaucoup. Je faisais beaucoup d'entraînements croisés, etc. Ce que je regrette pas, parce que donc j'ai jamais perdu mon niveau. Et je suis restée toujours dans ce milieu du sport. Mais une fois que mon corps s'est tout déséquilibré et que j'avais plus de train de vie, il y a un moment où j'étais là, bon, je sais même pas où c'est mon vrai chez moi. J'ai un appart, j'habite un peu là. Mon corps, il a fini par lâcher, et ça a été peut-être un cumul des années, plus un déséquilibre à ce moment-là, qui a fait que j'ai été... Et ton sport de base, c'est quoi? C'est le triathlon ou l'athlétisme? Le triathlon. Triathlon, ouais, j'ai commencé en école de tri à 8-9 ans. Ah oui. Et je me suis, disons, spécialisée en athlète à ma première sélection en équipe de France à 15 ans. Ok. Et depuis, je fais de l'athlète en compétition. Je garde le triathlon en complément au niveau entraînement. Ouais. Surtout ici sur la Côte d'Azur. C'est vrai que quand j'ai été à Paris quelques mois, je faisais du vélo et je nageais un peu. Les autres avaient l'impression que je faisais beaucoup d'entraînements croisés, mais là, en fait,
quand je suis chez moi, je fais 10 heures de vélo et je nage 4 fois et pourtant mon sport ça reste l'athlé. Enfin, Ouais. et je le garde en complément puisque ça reste dans une logique, en fait une logique de mon lifestyle. J'ai l'impression que l'entraînement fait partie un peu de mon lifestyle et nager et rouler ici. Et tu fais 10 heures par semaine quand même de vélo, tu disais? Ouais, je pense une semaine, ça fait à peu près ça, je dirais entre 8 et 10 en vélo. Selon si je fais plus du home trainer, ça va faire un peu moins. Ouais. Et plus les sorties dehors, ça va vite. Dès que tu fais 2h30, 3h. Mais ça reste beaucoup parce que tu dois courir peut-être 12 heures, 10 heures, 12 heures. Non? Je cours quoi, 120, 110, ouais, 120. C'est ça, tu dois faire, ça doit être ça. Ah ouais, ça te fait des bonnes semaines quand même. Et ouais, j'essaie de nager 3-4 fois. Ah oui, donc en nombre d'heures, tu es proche d'une triathlète quoi. Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai que je fais beaucoup de prépa physique, rien de lourd. Je fais beaucoup de prépa physique après, ce qui me rajoute quand même pas mal d'heures. Enfin, en fait, c'est pas énorme, mais bon, 45 minutes tous les jours, au final, sur le bout de la semaine, ça fait. Mais c'est tellement ergonomique dans ma vie que quand je compare à. Moi j'étais à l'INSEP à un moment où on n'a pas l'impression, on s'entraîne pas énormément et j'avais l'impression qu'on passait la journée à l'entraînement. En fait, comme je m'entraîne chez moi, tout est simple, tout est fluide, tout est facile et c'est facile de rentrer des heures quand même. Ouais. Et de la qualité et de la quantité. Des fois, selon les structures, j'ai l'impression qu'il faut quand même souvent faire un choix. Je dirais qu'en athlé, si on est en pôle athlé, ça va être vraiment le choix qualité qui... Et peut-être qu'en pôle triathlon, ils vont être plutôt sur le choix quantité parce que en fait, c'est difficile de faire les deux quand on a beaucoup de contraintes extérieures. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir trop de contraintes extérieures et d'être super bien accompagnée, d'avoir beaucoup chez moi. Ouais. Et l'environnement aussi, là, Antibes, tu t'entraînes toute l'année, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Le pire, c'est l'été, quoi, quand il y a des touristes, ouais, non? Du coup, c'est ça, quand il y a des touristes et qu'il fait très chaud en août, je pense que cet été, on ira sûrement à Font-Romeu. Mais à part ça, il faut que je refasse un bloc d'entraînement. Il faut vraiment que je refasse un bloc d'entraînement et que je me pose, mais je vais essayer de me mettre en mode stage un petit peu ici à la maison, quoi, parce que j'aurais trop à perdre à partir en stage, quoi. On peut dire un mot de ton père, j'ai vu sur ta fiche base athlée que c'était un de tes entraîneurs. C'est vrai qu'il est sur ma fiche base athlée parce qu'il est très présent dans l'entraînement. Alors moi je vis chez mes parents, je suis revenue vivre chez mes parents, ou alors c'est plutôt mes parents qui habitent avec moi. Mais parce que c'est les règles de la maison, c'est les miennes. Mais il est là, il habite sur Paris et il est là le week-end. Et du coup, il me suit beaucoup à l'entraînement le week-end quand il est là, les week-ends où il n'est pas toujours là. Et sur toutes mes compétitions, et il s'y connaît. Il est sur ma fiche entraîneur, mais non, jamais. Il me donne jamais l'entraînement. J'ai un entraîneur à côté et moi, je gère 60% de mon entraînement, je dirais. Ouais. Que c'est moi qui articule. Et il n'est pas joueur poker pro, j'ai l'impression. Okay. Ah, il n'est pas pro. Non, il n'est pas pro. Ça, c'est compliqué, mais en poker, pour avoir le statut pro, c'est un truc en gros pourcentage de revenus, etc. Ouais. Mais il a un métier à côté, il a une très grosse entreprise de conseil en finance, audit et consulting sur Paris, qui est d'ailleurs sponsor de certains athlètes et groupes d'entraînement, dont Jimmy Gressier depuis 8 ans maintenant même. Ouais. Et sinon, mais il a été champion du monde de poker cette année en il a été champion du monde. Il a été champion du monde de poker, alors il y a plusieurs, c'est comme en athlète, il y a plusieurs disciplines. Donc il n'a pas été champion du... Il y a plusieurs ligues, quoi. Voilà. Donc c'est pas le champion, il n'y en a pas un seul, mais il a eu un titre qui est assez prestigieux en poker. Et tu joues, toi? T'aimes ça? Je joue pas du tout, je connais très très bien les règles et j'aime beaucoup son groupe d'amis de poker qui sont super inspirants, même pour moi, pour mon sport. Donc je connais très bien les règles, j'adore parler avec eux, etc. Mais je joue pas du tout. Et j'y connais rien du tout, mais ils font quoi? Il y a des entraînements de poker quand on a en fait, c'est marrant parce que le poker, ça reste le poker à bon niveau. Disons le poker à bon niveau, donc je dirais ni très amateur, ni très professionnel, c'est encore grossissant. Ça a vraiment même le poker professionnel, ça a des similitudes énormes avec l'athlé, par exemple. Donc les championnats du monde, c'est en juillet à Las Vegas. Il y a beaucoup de pros qui en mai-juin, ils vont plus jouer en tournoi. Ils vont partir en stage, faire que des mains pour voir un maximum de cartes. Et après, plus trop jouer pendant 2-3 semaines pour faire de la fraîcheur mentale. Ah ouais. Pour arriver super frais avec les pros sur le... Exactement.
pour arriver avec les crocs et avoir assimilé toutes les mains qu'ils ont travaillé pendant. Donc c'est vraiment similaire à l'athlé. Et maintenant, il y a même des joueurs pros qui ont des bagues connectées. Pour voir au niveau du rythme cardiaque quelles mains les ont fait, quelles mains les ont stressés, pour suivre leur sommeil. Leur HRV, exactement, et tout. parce que comme ils ont des horaires quand même vachement, qui sont longs, pour quand même essayer d'avoir une hygiène de vie parce que c'est une discipline, un sport disons, qui demande beaucoup de concentration. Et du coup, non, vraiment le poker pro cadré est super intéressant d'un point de vue sportif, avec des très très grosses guillemets. Et une dernière question par rapport à ça, quand on fait du poker un peu sportif comme ça, il n'y a pas d'argent en jeu, tu joues quoi? En fait, au final ça va revenir comme une course, on paye un dossard, eux ils payent un droit d'entrée, mais par contre la quantité de jetons qu'ils ont, c'est de l'argent fictif. Oui, voilà, ils ne jouent pas leur argent. Ils jouent pas leur... exactement. Ouais, et ils ont une prime, j'imagine. Et après, c'est ça. Après, c'est au résultat. C'est vraiment comme on a fait premier, deuxième, troisième. Il y a un prize money, un prize pool. Et il prend quand même du plaisir à faire des pokers d'argent de son côté? Il en fait? Non, il joue pas à côté. Pas du tout, c'est carrément deux esprits différents. Non, il joue vraiment qu'en tournoi organisé ou des fois avec des potes. Mais ça, même avec ses potes, ça va être quand même des trucs assez organisés, cadrés. Ouais, ok. Donc, voilà. On revient à toi. Ouais. Ta fatigue chronique dont tu parlais, tu peux en parler un peu? Ouais. On en voit beaucoup en athlète quand même. Ouais, c'est vrai que moi, c'est plutôt des fatigues chroniques qui sont venues. J'ai eu plusieurs rechutes qui sont venues pas forcément dues à un surentraînement. Et je pense qu'en athlète, avant d'être en surentraînement, il faut quand même vraiment y aller. Et je pense qu'il y a beaucoup plus. Je sais pas s'il y a des études, mais je pense qu'il y a plus de fatigue chronique de par un surmenage que d'à côté de la vie, que de par l'entraînement. Moi, je m'étais fait la réflexion, et en parlant avec des gens autour de moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui sont en fait des très bons amateurs, mais qui à côté ont une vie à 1000 à l'heure. Et en fait, quand on atteint ce stade, on ressent plus jamais ce sentiment d'apaisement et de régénération. Et c'est super dur de revenir en arrière. Et après, le cerveau, il... Et pardon, je te coupe, mais j'ai eu Anaël Aubry dans le podcast il n'y a pas longtemps qui est spécialiste de ça, du surmenage fonctionnel. Et il dit que la charge externe, c'est ce que tu dis les à côté, en gros, c'est le plus gros facteur de surmenage. En gros. Donc c'est pour ça qu'il dit, comme tu dis, les amateurs qui s'entraînent presque comme des pros, ils ont plus de risques de surmenage parce qu'ils ont à côté le travail. Mais bien sûr, et c'est vrai que moi, là, ça fait quand même depuis novembre que je me sens j'ai un peu ce sentiment de... Et pourtant, je me suis posée, mais en fait, une fois qu'on a atteint un peu ce rythme où on se sent plus... où il y a aucun jour, en fait, qui est un peu routine. C'est super dur que le corps, il se remette à 100%. C'est pour ça que là, je ressens vraiment le besoin de refaire un bloc d'entraînement où juste je me dis, demain, ce sera un peu similaire à aujourd'hui. Et dans une semaine, je refais la même semaine. Et là, ça me manque depuis novembre, décembre, janvier, février. Ouais, je dirais que ça fait vraiment 4 mois et demi que j'ai pas du tout eu ça. Et je pense que j'en ai besoin. Ah ok, tu penses que tu étais en surmenage il y a encore quelques mois là? Il y a, au moment je suis arrivée aux Europes de cross. En fait, j'étais très 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 en forme. Vraiment, première semaine de décembre. Et depuis ça, j'ai eu du mal. Du coup, j'ai coupé derrière. J'ai fait un très gros malaise de par le surmenage, donc vraiment mon nerf vagal qui est en fait en trop plein. Donc j'ai été mise à l'hôpital, etc. Après surveillance. Juste après la prom. Okay. Après la prom classique début janvier. Mais j'avais déjà coupé avant la prom, j'avais coupé un peu après la prom. Et depuis, j'ai essayé de reprendre la main, mais il y a eu tellement de choses encore que là, je sens que je me sens un peu... Alors que je me suis bien entraînée, j'ai fait de très grosses semaines et tout. Mais ça manque d'acquis, ça manque de base, ça manque de... Il n'y a pas eu de linéaire... C'est pas assez linéaire. Ouais. Et je pense que vraiment pour faire former, il faut avoir des semaines un peu linéaires et... Ouais. Et je trouve pour le très bon amateur, ça va être difficile. Un amateur qui a un boulot, des enfants, puis la vie à côté en fait, quoi. Et comment t'es resté motivé après toutes tes fractures de fatigue? T'en as eu combien finalement, tu saurais dire? Je n'ai pas eu tant que ça, je dirais 4. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, non, mais t'as c'est eu vrai. Quoi, naviculaire? J'ai eu naviculaire, tibia, fémur. Col du fémur? Non, diaphyse fémorale, donc c'est un peu plus facile à... Et tibia 2 fois. Et t'as pas perdu au bout d'un moment, tu t'es pas dit allez, je me mets au vélo ou... Non. Non, en fait,
Non, c'est vrai que j'ai la chance de vraiment n'avoir jamais mal vécu mes blessures parce qu'en fait entre le fait où j'étais aux États-Unis, du coup je faisais un peu ma petite vie, mes entraînements, je rentrais en France, je m'entraînais ici, je faisais j'ai rarement été dans ce truc où tu te lèves le matin et faut se mettre sur T'as pas vélo envie, et c'est horrible et Ouais. donc Ok. ouais, j'ai pas de. Faudrait demander peut-être à mon entourage, mais j'ai pas comme ça de truc où je me dis, ouais, j'ai un moment, j'ai vraiment baissé les bras et perdu corps. En fait, je me disais, bon, bah, je fais mon chemin de mon côté, puis j'arriverai à mon niveau quand j'arriverai à mon niveau. Et là, ça fait bientôt, dans une semaine, ça fera 1 an que j'ai vraiment zéro blessure. Et c'est de l'eau bénite, quoi, de se dire, ça fait 1 an que j'ai couru avec 0 douleur. Et c'est marrant quand t'en parles avec toi parce que t'as l'air hyper cool, tu prends les choses avec philosophie et tout, non? Non? Je sais pas, Non, mais je suis c'est pas, bien, ouais, je c'est suis un pas. compliment. Je suis pas. Non, oui, c'est vrai que je suis pas très stressée ou. Ouais, non, je suis. Ouais. Et est-ce qu'on peut parler de tes dernières années? Moi, je m'en souviens, je t'ai découverte. Tu parlais des championnats d'Europe, je pensais ça, tu avais fait un 10 000 mètres. Ouais, j'avais fait le Et dimanche à j'avais vu midi. une Française, je te connaissais pas. Moi, je me souviens, je t'avais vu, j'ai dit, mais c'est qui cette Française? Je crois que tu étais encore aux États-Unis d'ailleurs à l'époque. J'étais encore aux États-Unis en 2022. Ouais, j'allais sur mes 21 ans. Ouais, ça, j'avais 20 ans. Ouais. C'était mon premier grand championnat senior. Ouais. Et ouais, j'en ai un super souvenir. C'était 2022 déjà. Et après, je t'avais vu sur le 10 km de Nice l'an dernier où on avait couru une partie ensemble. Et après, t'as explosé cet été-là. T'as fait un. Ouais, en fait, j'ai pu enchaîner l'entraînement. J'ai repris par le 10 km à Lille en avril ou mars dernier. Suite à ça, et c'est suite à ça d'ailleurs que j'ai signé avec Oka. T'avais fait combien à Lille? J'avais fait 32-28. Ok. Vraiment, c'était le dimanche et j'ai repris le lundi. Et c'était ton record à l'époque? Ouais. 32-28, ouais. Et j'avais pas fait 32 10 km que ça, c'était peut-être mon 4e 10 km. Et ouais, j'ai repris le dimanche ou lundi. Le mercredi, j'ai fait une petite séance et je me suis dit, bon, bah, allez, rien à perdre. Je comptais pas aller jusqu'au bout en fait, j'étais un peu montée comme ça à Paris. Et après, à partir de ça, j'ai réussi à enchaîner les semaines d'entraînement. Et tout c'est un peu. Ça a été trop bien parce qu'en fait, moi qui n'avais jamais passé 1 mois consécutif, là j'ai vu que voilà, en fait, au bout d'1 mois, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, et plus que j'ai retrouvé l'équilibre dans l'entraînement qui me correspondait, j'ai pas eu à forcer les choses et tout a un peu glissé de soi-même, quoi. Et pour entrer un peu dans le technique, c'était quoi l'équilibre, comme tu dis, les entraînements fluides? Il y a une technique d'entraînement qui a changé ou... Non, pas spécialement. En fait, c'est vrai que je me suis beaucoup, du coup, je suis revenue un peu à m'entraîner comme je m'entraînais au lycée au final. Donc, parce que du coup, je suis revenue vivre. En fait, j'ai un peu repris le rythme de vie que j'avais un peu au lycée, sauf que j'allais pas au lycée. Mais où je dirais que j'ai un entraînement pas si compliqué. Au final, je fais quand même beaucoup de volume aérobique, de par le vélo, la natation. Et maintenant que j'ai rajouté le kilométrage en plus, et après j'ai 2-3 séances spécifiques dans la semaine. Par rapport à d'autres athlètes, je fais beaucoup de spécifiques. Et là, par exemple, je savais que sur le 10K, par rapport à d'autres 10K que j'ai fait, je suis arrivée où l'allure spécifique 10K, donc moi c'est 3,06 sur mon record, je l'ai pas faite. Je l'ai pas faite sur plus de 500 mètres à l'entraînement, je l'ai pas passée. Enfin, j'ai pas eu le temps de faire les séances qu'il fallait, etc. Et alors que moi j'ai eu l'habitude de faire ça, mais sinon... je veux dire, je fais pas de double seuil, je fais pas des séances sur le lendemain sur lendemain. J'ai 2 séances dures où je me donne et... Ouais. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'actuellement, tu en as beaucoup qui font du double seuil, qui encadrent un peu l'allure cible. Ouais. Et toi, tu aimes bien faire de l'allure spécifique course, quoi. Et moi, je dirais qu'il y a beaucoup dans mon entraînement, il y a beaucoup qui se fait au ressenti. Et sur les allures et sur la quantité. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai performé cette année, parce que du coup, par mon entraîneur, il me donne un cadre, surtout sur la course à pied, sur tout ce qui est vraiment qualité en course à pied, sur les séances, et on a un groupe, etc. Et après, sur tout ce qui est à causer, donc le volume, les intensités, si j'ai envie de faire de l'intensité à vélo, de l'intensité un peu en natation. Alors, disons, c'est un degré très moindre par rapport à un triathlète, parce que j'ai pas du tout le niveau, mais qui au final, moi, ça reste un bon complément. J'ai la liberté sur ça, donc ça fait que je module vraiment les semaines à l'écoute de mon corps, mais dans les 2 sens du coup. J'ai l'impression que des fois quand je dis à l'écoute de mon corps, les gens ils se disent oui, dès qu'elle est fatiguée elle s'entraîne moins, mais moi ça va être plutôt
si un jour j'ai envie de faire 6 heures d'entraînement parce que je sens que j'ai le jus physique, nerveux et tout, ben je vais m'envoyer. Si le lendemain je suis un peu moins bien. Ouais. Mais par contre, je sais, voilà, le mercredi, samedi, par exemple, c'est nos séances, les séances clés, elles bougeront pas, quoi. Et la natation, ça apporte quelque chose à la course à pied? Moi, je trouve que oui, je trouve que j'ai gagné vachement en mobilité quand même. Et vraiment pour la récup. Ah oui. Franchement, c'est au niveau drainage et tout. Donc mobilité du haut du corps, mobilité du bas du corps. Et ça reste de l'aérobie en plus. Hein. Ouais. Donc, et puis en plus, moi, je sais que je le fais avec mon club. Des fois, je nage seule, mais avec un club de tri. Donc, c'est un peu le moment aussi où je vois mes copains, mes copines. Et... Ma mère fait partie de mon club. Donc, je vais aller en courant à la piscine. Elle m'apporte mon sac, on plonge. Et c'est en piscine ou en eau libre? En piscine. En piscine, je ouais. déteste nager en eau libre. Ah ouais. Alors, j'ai un bateau. Et quand on va en bateau l'été, je me dis, bon, j'irai nager en mer et tout. Au final, je fais de l'aquajogging autour du bateau. Je trouve ça moins ennuyant, l'aquajogging autour du bateau, que nager en mer. Je sais pas ce que j'ai contre l'eau libre, mais... Ah ouais, t'aimes pas ça? J'aime pas ça, mais vraiment, ça me paraît super lent. Et pourtant, je peux faire du home trainer des heures sans m'ennuyer. Mais nager en eau libre, au bout de 2 minutes, j'ai envie de me pendre, quoi. Ok. Et dans l'arrière-pays niçois et tout, il y a plein de cols, Pogacar avec Monaco, tout ça. T'en fais un peu en vélo quand même? Ouais, je fais pas mal de bord de mer. C'est par contre que tu parles de Monaco, parce que moi j'ai mon kiné à Monaco, pardon. Et du coup, je vais quand même souvent à Monaco à vélo. Et, donc tu vas chez le kiné à vélo? Ouais, je vais chez le kiné à vélo. Donc après, je me repose, hop, et je rentre. Et donc, je fais quand même vachement de bord de mer. Mais récemment, j'ai moins roulé. Mais c'est vrai que les périodes où j'ai été blessée, j'avais commencé à faire quand même des sorties longues, souvent quand même 4-5 heures et tout à vélo. J'avais pu un peu explorer un peu le nez au vent et il y a quand même des super trucs, quoi. Et dès qu'on sort un peu, il y a plus personne sur les routes, c'est cool. Ouais, puis c'est magnifique et puis ça monte, quoi. Et ouais, c'est ça, il y a un peu de tout. Et c'est vrai que rien que le fait qu'il y en a de plus en plus là, des cyclistes pros, ils arrivent en masse. Le fait que tu croises tout le temps des gens à vélo de tous les niveaux, hein. Et moi, je trouve ça trop inspirant, quoi. Ça donne trop envie. Ouais. Est-ce qu'on peut parler, donc, Lille, ça devait être fin mars, tu dis 32-28. Entre-temps, tu as jusqu'à Prague, où tu fais 31-0 en septembre. Comment tu as fait pour baisser d'1 minute 30 presque ton chrono sur 10 là? Franchement, j'ai juste enchaîné l'entraînement. Parce qu'à Lille, j'ai vraiment pas grand-chose en kilométrage et en qualité sous mes pieds. J'avais de la caisse. Je pense que c'est à peu près le chrono que je fais aujourd'hui d'ailleurs, 32-22. Alors complètement différemment, Lille, je pars sur une allure en me disant de toute façon je voulais aller que jusqu'au 7 et je finis plus fort les 3 derniers. Là je pars 3-5, je finis 3-25. Hein, oui, c'était très douloureux. Mais sur la caisse, et en fait après, avec les semaines d'entraînement, j'ai vraiment passé des paliers au niveau allure où tout est devenu... Je suis devenue de plus en plus à l'aise sur les allures et j'ai gagné de la force au sol de par enchaîner les semaines. Ça fait que mon appui au sol était quand même plus fort et donc sur le long, j'ai passé d'un cap en long et même sur le court, faire des 200 facilement en 30, 31, choses que je faisais quand ça, il n'y a que d'enchaîner les semaines pour moi qui font que je peux le faire, quoi. Ouais, parce que tu as fait une énorme saison de piste, tu fais je crois moins de 15 sur 5000 si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, 14-50. Et tu es championne de France, je me rappelle plus. Je fais vice-championne de France. Ah oui, tu fais vice, ouais. Une de mes meilleures copines, c'est Clavier. Qui gagne. Ah oui, ouais. Et où là on fait 15-30 et toutes les deux on pensait même pas forcément être capable de faire 15-30. Et la semaine d'après, mais je me dis ah oui, c'est ça, quand je vois comment on avait fait 15-30, c'est pour ça que je suis allée hors de game la semaine d'après parce que je me suis dit voilà 15-30 et je l'ai récupéré vraiment le lendemain, je me sentais fraîche. Et je pense que j'avais même peut-être un peu mieux que 14-58, mais déjà passer le palier des 15 pour moi c'était énorme. Et là hors de game les chronos ils étaient fous, je me souviens de... Ouais, non c'était fou. Ouais. Moi s'il faut cette piste elle ne fait pas 400 mètres, je sais pas, mais Et t'avais fait du coup des 1000 mètres à 3-0 et tout, tu les maîtrisais quand même? Ouais. Franchement, ça c'était quoi, ça c'était du coup fin août, je dirais, quelque chose comme ça. Des Prague début septembre et fin septembre, là je pensais que j'étais vraiment très en forme. Je pense avoir fait une séance route où je passe un 3 km en 8,57 et derrière des 2000 en 6,0, un 1000 en 2,52. Donc vraiment,
j'étais devenue très à l'aise sur l'allure de 55, quoi. Et après, tu as fait aussi du semi. C'est quoi la distance que tu préfères? C'est 5, 10, semi? 10. 10? Semi, ne me parlez plus jamais de semi. Je trouve cette expérience extrêmement traumatisante. Ouais. Ah, le semi, j'ai trouvé ça très très dur. Vraiment. Après, je pense que je l'ai fait parce que voilà, les France de semi, c'était un truc qui me tentait. J'avais envie de tenter la distance, mais j'ai pas eu le temps de faire de prépa semi. Et t'avais géré la course là ou tu voulais faire un chrono quand même? Tu voulais faire première? Aux France, vraiment, je voulais juste tester la distance. En plus, c'était 6 jours après Prague où j'ai fait le 10 km. Donc j'étais là, bon, j'étais vraiment là en bonus. Et comme j'avais fait un chrono correct, Oka m'a proposé un dossard sur le semi de Valence, qui était après un petit stage tous ensemble à Fourremeux. Donc j'avais dit pourquoi pas, mais je ne l'ai pas préparé vraiment comme un semi. Je ne sais pas trop à quoi ressemblerait une prépa semi spécifique. Après, comme je fais quand même beaucoup de volume par rapport à quelqu'un qui fait que de l'athlé, je pense que ça fait un peu quand même des prépas semi, entre guillemets. Mais j'ai pas eu des séances très très longue. Mais je trouve ça vraiment dur, le semi. Moi, je t'avoue, quand j'ai vu ton chrono France de semi, je pensais que tu ferais mieux à Valence. Je me suis dit, elle va faire un chrono de fou à Valence. Valence, je pense que quand je vois les chronos à Valence, il faut savoir qu'il y avait beaucoup... Quand les gens disent qu'il y avait du vent à la prom en janvier, je me dis, en fait, les gens de Valence, il y avait énormément de vent. Moi, je fais vraiment les 5 derniers kilomètres. Franchement, je me suis dit, on verra jamais le bout. Vraiment, quand on a le vent qui nous snob net, on était tous tout seuls. Moi, j'avais 2 copines que je voyais en ligne de mire. Et on s'est vu après, on s'est dit, mais c'est quoi ça, ce dernier 10 bornes? Franchement, j'ai été déçue de Valence, pas forcément de ma performance, même si je pense que j'aurais pu être mieux. Après, j'étais partie 3 semaines à Font-Romeu, je pense pas forcément que c'était le mieux pour moi. Mais c'était sympa, c'était bonne ambiance. Et tu fais record de France quand même, je crois. Ouais. Qui d'ailleurs a été retenté la semaine dernière par Megdes. Et elle passe à 7 secondes, donc mon record, pas touché. Mais non, 37, elle doit faire 17 secondes de plus. Mais voilà, mes 2 copines, elles font 1h08, 1h750 et 1h08. Moi, je fais 1h8-20. Elles partaient sur 1h07 et elles en sont et je savais qu'elles en étaient capables. Donc au final, moi, je partais sur 1h. Je pense que j'aurais pu faire 1h740, 1h745. Ouais. Je suis à 30 secondes, je pense, de ce que j'aurais voulu. Elles sont à 1 minute. Et tout le monde. Il y a eu beaucoup d'abandons à Valence, énormément d'abandons chez les élites. C'était pas un semi de ouf. Franchement, à part quelques 2-3 perfs. Et tu dis que t'as souffert J'ai souffert dès le début. Mais dès le début, je trouve cette distance complètement. Autant sur les France que sur le semi, quoi. Que sur Valence. Les France, je me souviens, le premier kilomètre, ça partait en montée. Les France, c'était vraiment extrêmement vallonné. Premier kilomètre, je vois le panneau 1 km, je me dis, mais c'est pas possible. Je me suis dit, il y a une erreur, et là, je regarde ma montre, et je vois 3 minutes, quelque chose, je me dis, c'est impossible. Et Valence, ce qui m'a marqué, c'est le passage au 3e kilomètre. Donc, ça faisait même pas 10 minutes qu'on courait. Et là, je me suis dit, il reste 1 heure comme ça. En fait, ça me paraissait... quand ça me paraissait juste impossible, je voyais pas le... Et après, au final, au fur et à mesure, mais je trouve cette distance, je trouve que c'est un 10 km juste 2 fois plus dur, quoi. Mais moi, je trouve que le semi, les gens, souvent, on entend le semi, c'est une allure agréable entre le 10 et le marathon, mais ceux qui disent ça, ils n'ont jamais vraiment couru à fond, en fait. Moi, c'est ce que je me dis, parce qu'on m'a dit, je me souviens qu'on m'a dit, il faut passer au 15e kilomètre un peu à l'aise. Les 2 semis que j'ai fait, à chaque fois que j'ai vu le 15e, je me suis dit, mais là, je suis censée être à l'aise. Là, moi, j'ai plus rien du tout, quoi. Ouais. Mais je pense que ça viendra aussi avec les années. Voilà, je me dis que ça fait 1 an que je m'entraîne bien au niveau quand même kilométrage, résistance musculaire, etc. Je pense qu'avec les années, ça vient plus facilement. Enfin, ça se fera naturellement, quoi. Est-ce que tu peux parler du 10 de Prague? Il est inconnu, ce 10, il est bien? Franchement, il est vraiment top. Tu sais qu'il n'est pas très connu, pourtant le record d'Europe de l'époque. Le record du monde, pardon, excuse-moi. Le record du monde femme a déjà été fait là-bas. D'accord. Je sais même pas comment... Tout ça prend... Typiquement, tout ce qui est course, etc., c'est mon père et mon copain qui font leur petit schmilblick et ils me disent « Allez, on part là-bas en vacances. » Je fais « Bon, allons en vacances courir un 10 km. » Mais c'est vraiment un super beau 10 km. Alors, c'est vallonné, hein, il y a quand même 120 de dénivelé. Mais moi, je pense que c'est un 120 qui est qui aide énormément parce que on part en faux plat descendant et on finit en faux plat montant.
Et quand t'es en forme, un faux plat montant, tu le sens pas. Par contre, un faux plat descendant, ça lance. Ouais. On part 2,58 facile le premier kilo, t'as déjà 10 secondes d'avance sur le... moi, je partais sur l'allure 3,8. Quand je vois 2,58, je me dis, ah, c'est... Et en fait, derrière, du coup, les 3,02, 3,03, 3,4, ils paraissent faciles, quoi. Donc, je pense que c'est un... Ouais, après, je pense que j'étais en forme. Enfin, je me dis que j'étais très en forme parce que je l'ai fait seule. J'ai la chance que le lièvre, un des lièvres des hommes, après, m'a récupéré vraiment par de sa bonté. Mais non, c'est un beau 10 km. Mais c'est en plein été. À 19h, il fait une température idéale. Enfin, c'est des formes différentes que des choses en janvier, février. Et t'aurais pas pu accélérer un peu à la fin pour faire 30-59? Je crois que en fait, comme je faisais pas ce chrono-là, je voyais même pas le chrono. J'étais partie sur 31-40. Et du coup, je pense que j'avais pas conscience du chrono. De la perf, quoi. Ouais. Et comment t'as fait? Tu disais que t'avais un bateau. Là en off, tu disais qu'il y a du monde chez toi. Comment t'as fait pour te préparer l'été, pour rester... Tu vis à Antibes, t'es pas trop sollicité à droite à gauche? C'est vrai que l'été, ça a été un peu sport. D'ailleurs, Aude qui a gagné les France, comme elle vient quand même souvent chez moi, elle a fait 3-4 jours chez moi cet été. Elle a dit qu'elle aurait pas pu faire plus. C'est ce qu'on avait vraiment là. Je pense qu'on finissait tout le temps de manger, il était minuit, des trucs comme ça. Mais bon, ça fait partie d'un équilibre aussi. Mais là, je sens le besoin de me poser quand même. Ouais. D'être un peu au calme chez moi, une routine, que le corps... pour repasser des paliers. Après, l'été, c'est facile aussi parce qu'il fait beau, il fait chaud. On récupère quand même plus vite avec la chaleur. Il y a un peu le momentum du monde tout le temps. Ouais. Donc, voilà. Après, t'as eu un petit coup de mou. Comment tu expliques? T'avais coupé quand même ou... Non, j'ai pas coupé du tout. Et octobre... novembre, j'ai eu un petit coup de mou première semaine de septembre, mais parce que les semaines de fin novembre, après Alone, j'ai beaucoup voyagé. Je suis partie en Grèce avec ma ville. C'est des trucs tout bêtes, mais en fait, c'est des trucs où il manque 1 nuit de sommeil, 2 nuits de sommeil. Là-bas, je m'entraînais, on n'avait pas le temps de manger, on n'avait pas le temps de faire la sieste. J'ai un peu voyagé avec ma famille. Enfin, il y a eu juste beaucoup de choses. Et du coup, je pense que je suis arrivée trop en forme la semaine avant les Europes de cross. Alors là, je pense que c'était vraiment la meilleure forme que j'ai été tout début décembre. Et après, on peut pas... La forme, ça tient pas non plus. Déjà, franchement, je pense avoir eu presque un pic de forme de mai à début décembre continu. Il n'y a pas eu un seul jour à l'entraînement où j'ai trouvé ça... Alors, j'ai pas envie de dire pas dur, mais où je me suis dit, là, j'ai plus rien. Au contraire, j'ai l'impression que plus ça avançait, plus j'avais du jus, parce qu'au final, entre les compètes et les blocs d'entraînement, du coup, ça faisait que j'arrivais quand même à enchaîner, récupérer. Mais à un moment, c'est normal aussi que le corps, on n'est pas des machines, donc... Ouais. Et à la prom, tu fais combien? Je me souviens plus cette année. 31-11. Ouais, ah ouais, t'étais pas loin quand même. Non, c'est vrai que j'étais pas loin. Vraiment, le 31-11, vraiment sorti du chapeau pour le coup, parce que... Je pense que la prom, j'avais pas d'entraînement. J'avais l'entraînement peut-être d'un mois avant et beaucoup de fraîcheur, parce que j'avais coupé un peu avant, coupé un peu après. Mais donc j'étais contente, très surprise de la prom, parce que je l'ai fait vraiment comme ça, parce que c'était une course à la maison. Mais ouais, c'est dommage que, franchement, je suis dégoûtée de ne pas être arrivée en forme à la prom, parce que je pense qu'il y a vraiment de très bonnes conditions. Ouais. Et après, comment tu gères? Donc tu as fait le 5 de Monaco la semaine dernière, là tu as fait Cannes aujourd'hui. Comment tu gères quand tu sais que tu vas faire une course où tu vas pas pouvoir faire un chrono, où tu l'as pas dans les jambes? Comment tu gères ça? Tu disais que tu n'arrivais pas à t'entraîner, que tu tenais pas les allures. Là, c'est vrai que je savais que j'avais pas fait l'entraînement que je voulais, j'ai pas fait la prépa que je voulais, pas forcément d'allure spécifique comme j'aurais voulu, mais ouais, je me disais de toute façon j'ai rien à perdre. C'est vrai que d'être pas loin de chez moi déjà, de pas avoir tout un voyage où on se met une pression, où du coup on est obligé de construire un schéma de course parce qu'on n'est pas parti à Pédaouche pour... Oui. Là, je me suis dit, dans le meilleur des cas, ça fait un truc bien. Dans le pire des cas, ça me fait une grosse séance et une journée en famille. Et c'est cool, quoi. Mais... Ouais. Ouais. Et Monaco, tu l'as aimé, le 5 de Monaco? Ouais, j'ai bien aimé. Je suis partie très vite pour un peu me débrider. Donc j'ai vraiment, un peu comme aujourd'hui, j'ai quand même subi la deuxième partie. Mais non, c'était quand même cool. Il y a quand même une bonne ambiance aussi. C'est ta façon de courir, ça va partir vite? Non, pas spécialement. Non, c'est que t'as tenté, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, j'ai tenté, ouais. Ouais.
Ok. Et là, tu peux expliquer, ces 10 de Cannes, il a fait chaud, il y a du vent, il était dur quand même. Hein. Ouais, moi je pense que de toute façon je suis partie sur les allures de mon corps, donc 3,5, 3,6 au kilomètre, qu'en fait objectivement j'ai pas dans les jambes. Ouais. Donc à 6 km ça a commencé à être vraiment vraiment dur et j'ai résisté. J'explose très fort, pas non plus, enfin très fort. Voilà, je finis en 3,20, ouais les derniers kilos je pense 3,20. Alors, Ouais, tu prends 20 secondes au kilo, ouais, c'est ouais, beaucoup. ouais, c'est beaucoup. Alors, bon, il y en a qui, j'ai entendu d'autres filles qui savaient pas trop expliquer, pour elles aussi, elles savaient pas trop expliquer pourquoi elles ont autant explosé. Et moi, voilà, il y a quand même, entre le fait que je passe en sur-régime, plus le vent sur le retour. Mais bon, voilà, j'ai repoussé un peu, je me suis poussée mentalement et physiquement. Et ça me servira pour la suite. Là, j'ai vraiment envie d'essayer de reconstruire quelque chose de solide, un peu vraiment que tous mes secteurs remontent un peu, que ce soit ma VMA, mes seuils, mon tempo. Donc ça me fait déjà une petite base et là, refaire un bon bloc d'entraînement. Ouais. Et qu'est-ce qui te motive pour pas abandonner là quand tu vois que tu passes de, je sais pas, 3e, 4e? Je serais trop déçue de moi-même. T'as jamais abandonné une course? Je pense que j'ai déjà dû abandonner, mais... Ah, de tête là, comme ça... Vraiment abandonner parce que je suis pas bien, je pense pas. Là, une question bête, j'imagine que tu es invité sur un disque comme ça. Ouais, on a la chance d'être super bien accueillis à Cannes. Et vous avez une obligation de terminer ou pas? Non. Non, après, je suis invitée, voilà, moi comme j'habite ici, j'ai pas l'hébergement, etc. Mais généralement... Mais s'il y a une prime d'engagement, il t'oblige à terminer. Enfin, tu la touches pas si tu termines pas. C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout pour le coup. Ouais, c'est une bonne question ça, mais... Je crois que Kipchoge, il a des primes pour finir les marathons, tu vois, quand il ouais, explosé. sinon c'est vrai que c'est un... Enfin, voilà, sinon tu dis oui à tous les marathons et tu fais 2 kills, quoi. Ouais. Mais non, là, c'est vrai que j'y ai pensé, hein, quand je me suis dit, 7 kills là, waouh, je voyais l'allure qui baissait, et pourtant j'arrivais à relancer. Mais en fait, je savais que je serais trop déçue de moi-même, de tous les gens qui sont venus m'encourager et tout. Je préfère quand même finir, même si voilà, 32-20, c'est pas forcément ce que j'espérais, mais 32-20, c'est pas non plus 45. Oui. Après, et puis même si je faisais 45, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave, quoi. Et du coup, non, je trouve qu'abandonner, s'il n'y a pas de raison médicale derrière, ça peut, je comprends qu'on abandonne quand vraiment on est dans le dur, ou même si mentalement, ça peut être très très dur pour certains. De finir une course vraiment dans le dur et tout, vraiment je comprends l'abandon, mais moi j'espère que le plus longtemps possible dans ma carrière j'aurai pas d'abandon. Et tes objectifs là pour cet été, c'est quoi? Alors, j'essaie vraiment de garder les championnats d'Europe comme mon gros objectif de l'été, que je ferai sur 10 000. J'aurais bien aimé faire 10 000, 5 000 selon les critères de qualification et le programme, mais je pense que ce sera pas possible. Sur 10 000, il y a la Coupe d'Europe également de 10 000 mètres, et après il y a le championnat du monde de semi-marathon. Ah, donc tu vas t'y remettre? Oui, je vais m'y remettre. Ouais. Mais avec une bonne prépa, il n'y aura pas de souci, quoi. Il y aura les championnats du monde de semi-marathon en septembre à Copenhague. Et voilà, c'est un peu les... Et j'aimerais repasser un palier sur 5000, même sur 1500 du coup. Vraiment essayer de faire du plus rapide. Et battre mon record sur 10 km et sur semi, ça c'est sûr, ouais. Redescendre les records de France, ce serait cool. Ok, c'était hyper intéressant. Je termine le podcast par une question maintenant, toute bête. Quelle est selon toi la distance ou la discipline en athlète la plus dure? Le 5000 mètres. Le 5000 mètres piste. Ouais. Je dis ça en tant que demi-fondeuse parce que je peux vraiment pas me prononcer sur tout ce qui est 200, 400. Mais le 5000 mètres à très haut niveau, là je parle de 5000 mètres élite, un niveau que j'espère atteindre mais que j'ai pas atteint encore. Je pense que c'est la discipline la plus dure parce que on est sur des allures VMA qu'il faut tenir 15 minutes. Voilà, pour donner un ordre d'idée, en Diamond League, 14-30 c'est du 1-10, 400, même pas. Et je pense que c'est extrêmement dur. Et en plus, le contexte du 5000 mètres fait que c'est souvent l'été, qu'il fait souvent chaud, que c'est tout souvent compliqué. Et c'est quand même 15 minutes. Je pense que le 1500 mètres est très difficile dans la gestion. Parce que voilà, c'est vraiment du demi-fond très rapide, mais ça dure que 4 minutes. Ouais. Le 5000 mètres, c'est quand même un quart d'heure d'effort, quoi. Pour Jean-François Pontier, l'entraîneur célèbre que tu dois connaître, il me disait que c'était le 10 000 mètres pour lui.
un 10 000 mètres bien préparé, on est quand même franchement les premiers tours. Ouais. C'est cool. Alors que sur 5000, on était le premier tour, tu dis Ouais, il va c'est falloir ça. tenir ça 12 tours. Exactement, ouais. Ouais. Je sais plus ce que je voulais te demander. Non, bah écoute, t'as quelque chose à rajouter? Bah non, si j'ai répondu à toutes tes questions. T'étais bien dans le team, bah justement, de Gressier et tout, toi? Ouais. Ouais. Ouais, je suis toujours très... Enfin, c'est des personnes très proches de mon entourage, Jimmy et Aude, qui maintenant sont à Boulogne. Qui est une amie, ouais. Du coup, notre groupe qui était l'Alliance Track Club, donc sponsorisé notamment par Genesis, l'entreprise de mon papa, maintenant ou avant était en fait basé à l'INSEP avec pas mal d'athlètes. Maintenant, elle réalise à Boulogne avec Jimmy et son staff. Et le groupe qui est resté à l'INSEP va devenir un autre groupe. Je pense que vous entendrez parler très très bientôt. C'est un très beau groupe qui se monte à l'INSEP, soutenu par une super marque. Je ne donne pas de spoil. Okay. Mais ouais. Bon, merci beaucoup Alessia, je te laisse aller manger et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.